Bonjour et bienvenue à tous sur la YouTube channel de l'ONG CDRA RDAC, Club des descendants royaux africains. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Ibrahima Chérif de l'Observatoire guinéen des mines et des métaux, qui va donc nous parler du thème de l'évolution juridico-politique du Mandem. Bonjour Monsieur Ibrahima Chérif et bienvenue dans La Parole est à vous. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nous et nous dire ce que vous faites? Alors, merci beaucoup, Madame Condé. Je suis Ibrahim Chérif à l'état civil, juriste de qualification et de métier. Je suis aujourd'hui le directeur exécutif de l'Observatoire guinéen des mines et métaux, et en même temps consultant juridique pour certaines organisations qui évoluent en Guinée. Et enseignant-chercheur, professeur de droit de l'environnement à l'Université Mercure International et aussi assistant pour certains professeurs à son compte. D'accord, très bien. Donc vous avez une expertise très pointue. Très bien. Alors le thème d'aujourd'hui est donc l'évolution politique juridique de la Guinée, donc de la période précoloniale à la période contemporaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique? Bon, premièrement, je pense que serait pour ma part prétentieux de pouvoir essayer de donner une explication plus ou moins exhaustive de l'évolution juridico-politique de la Guinée. Je suis encore simple chercheur et avec beaucoup de modestie, je pourrais tenter d'opiner un peu sur ma compréhension de l'évolution de mon pays. Il faut savoir que la Guinée était un pays qui appartenait au département d'outre-mer de la France, de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, pratiquement jusqu'en 1958. Nous étions un des territoires du ministère français des Outre-mer. Et pendant cette époque, la Guinée était régie par le droit positif français, notamment celui applicable au département d'outre-mer. Alors, depuis 1958, sous la base de la loi Gaston Defferre qui a été adoptée en 1900, me semble-t-il, 1956, si j'ai bonne mémoire, entre 56 et 58, il y a eu une certaine évolution dans les relations entre la France et les États-colonies qui relevaient d'elle. Et dans ce sens-là, la Guinée a adopté un gouvernement sur la base de cette loi-là, dont le Premier ministre était le camarade Ahmed Sékou Touré. Et c'est justement l'évolution de ces relations nouvelles entre la France et la Guinée, et aussi certaines situations dans le cadre des relations internationales de la France, notamment le cas de le cas de l'Algérie, et aussi l'Indochine et bien d'autres situations où la France avait un certain nombre de relations très difficiles, que le général de Gaulle est revenu aux affaires en 1958 et a proposé à tous les États encore sous domination française son projet de référendum qui consistait soit à accepter de rester dans la communauté française ou d'accéder directement à l'indépendance par un simple vote de oui ou de non. Et c'est cette occasion historique qui s'est présentée à la Guinée sous Sékou Touré. Et tout de suite, le choix des populations guinéennes a été vite fait et la Guinée a accédé à l'indépendance suite au référendum du 28 septembre 1958. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 2 octobre, la Guinée a officiellement proclamé son adhésion, enfin cette indépendance-là.
Et à partir de là, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre évolution politico-juridique. La Guinée a mis en place les différentes institutions de la nouvelle République. Et ce sont ces institutions-là qui ont mis en place toutes les lois qui en sont issues, notamment la Constitution de 58 et toutes les autres lois, tout le cadre légal et le dispositif réglementaire qui a suivi. Donc c'est cette même évolution qui a été en 1983. La Guinée a adopté une nouvelle constitution, la constitution de 83, qui depuis lors, la Guinée a changé de dénomination officielle. Donc au lieu de République de Guinée, nous sommes devenus la République populaire révolutionnaire de la Guinée. Ça, c'était sous la constitution de 83. Et une année plus tard, le président Sékou Touré rendit l'âme. Et les militaires venaient au pouvoir le 3 avril 1984. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1990, nous sortions de la transition militaire 84-90 pour entrer dans un nouveau cadre constitutionnel. Donc la constitution de 1990 a ouvert une nouvelle phase de l'évolution politico-juridique de notre pays. C'est cette constitution qui a été révisée, me semble-t-il, en 2001 et qui a évolué jusqu'en 2008, suite au décès du président Lansana Conté. 2010, nous sommes encore entrés dans une nouvelle phase de transition, cette fois-ci sous le CNDD. En 2010, nous avons adopté une nouvelle constitution qu'on a appelée la constitution de 2010, qui a permis à la Guinée d'aller aux élections présidentielles, qui a vu venir au pouvoir le président Alpha Condé. Et cette constitution 2010 a été abrogée et remplacée par une nouvelle constitution en 2020, qui a été appelée par certains la constitution du troisième mandat. Donc la constitution 2020 a eu moins d'une année d'existence, ou peut-être tout au plus une année d'existence, qui a ensuite été complètement dissoute le 5 septembre 2001, suite à la prise du pouvoir par le CNRD d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Guinée est dirigée par une nouvelle norme qu'on appelle la charte de la transition. Donc l'évolution juridique sur le plan constitutionnel du pays, de la loi Gaston Defferre, la période 56 jusqu'à la charte de la transition aujourd'hui, nous avons connu fondamentalement, si je ne m'abuse, 5 constitutions, celle de 58, celle de 83, celle de 90, celle de 2010, 4 et celle de 2020, ce qui fait 5 constitutions interrompues par des périodes de transition militaire, soit 3 transitions militaires. D'accord, merci. Alors, j'aurais 2 questions par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. Donc, au niveau de la charte du Kouroukan-Fouga, qui est le fondement du Mandème et donc de la Guinée, y a-t-il encore à ce jour des bribes en fait de la charte dans nos constitutions? Dans la Constitution, sur le plan formel, je n'ai pas fait d'études spécifiques. J'avoue que c'est très curieux. C'est une approche qui est plutôt intéressante. Mais fondamentalement, les constitutions africaines, de manière générale, n'ont pas pour fondement la charte de Kouroukan-Fouga. Nous avons pour fondement, en tout cas en Guinée, la constitution française de 1958, qu'on appelle communément la 5e République. Donc, de l'indépendance de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, quand vous étudiez l'ossature de nos différents textes constitutionnels, vous verrez que ça répond à l'architecture de la Constitution française de 1958. Alors, on peut quand même trouver qu'entre l'organisation du droit positif de la Guinée et la réalité de notre population, qu'il y a un certain décalage. Je sais
pour avoir observé ça depuis longtemps et pour avoir eu des débats plutôt intéressants avec mes étudiants, qu'il y a encore une persistance du dispositif ou en tout cas de l'esprit de la charte de Kourkan-Fouga dans nos relations sociétales. D'accord? Si les dispositions de la charte ne sont pas formellement prises dans le cadre du processus d'élaboration de nos tests, j'espère qu'on pourrait le faire dans le processus actuel, parce que le débat aussi a été mis sur la table, mais traditionnellement ça n'y est pas. Mais dans l'organisation sociale en Guinée, vous verrez que nos communautés évoluent, en tout cas dans le cadre de leurs relations, dans l'esprit de la charte. Ce qui me fait dire que textuellement, formellement parlant, la charte n'est pas un fondement légal pour nos constitutions contemporaines, mais la charte de Kourkan-Fouga reste, jusqu'à preuve du contraire, un des fondements solides et séculaires des relations des différentes communautés en République de Guinée. Alors d'accord, merci. Donc j'aurais une question sur donc l'Algérie. Vous nous avez parlé de l'Algérie, qui est un pays sur lequel la Guinée pourrait s'inspirer en matière de développement. Quel est votre avis sur cela? Algérie, non, plutôt je parlais du Maroc. Je parlais du Maroc, en ce sens que lors de mes dernières visites au Maroc, j'ai pu observer que le Royaume du Maroc avait réalisé d'énormes progrès dans l'exploitation de ses ressources minières, notamment le phosphate. Ils ont réussi à... Il y a l'OCP, le groupe OCP, qui est une entreprise publique marocaine, qui a réussi à maîtriser toute la chaîne de valeur de la filière du phosphate, aussi bien à l'extraction qu'à l'exploitation, à la commercialisation, à la distribution. Pratiquement grâce à cet exploit, le Maroc se trouve sur toute la chaîne de valeur et ravitaille même en engrais plusieurs États d'Afrique et même ailleurs dans le monde. Donc pour moi, c'est un modèle en termes de maîtrise des chaînes de valeur des ressources minières que nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui dans le cadre des travaux de l'Observatoire, à essayer de voir comment est-ce que la Guinée pourrait apprendre de cette belle expérience pour essayer de la dupliquer dans le cadre de ces projets d'exploitation, soit de bauxite, soit de fer, soit encore d'or ou de diamant. Nous sommes en réflexion, mais le Maroc, pas que le Maroc seulement, il y a également le Botswana qui est en train de faire de véritables efforts en termes de maîtrise de la chaîne des valeurs du diamant. Donc, nous espérons que ces différentes expériences permettraient à notre pays d'amorcer un changement radical dans le processus de mise en valeur de ces ressources naturelles minières. Très bien, merci. Également, vous nous avez parlé en fait, voilà, sur le thème donc de la charte du Kourkan-Fouga. Nous savons que le code civil, par exemple, de la France, donc le code civil napoléonien, est encore en fait opérant, donc jusqu'à nos jours, donc en France. Pour vous, est-ce que la charte du Kourkan-Fouga peut elle aussi être réimprégnée dans nos institutions actuelles? Oui, il y a Portalis qui est, si vous voulez, la matière grise qui a déterminé fondamentalement l'élaboration du Code civil français, qui disait que la loi n'est rien
sans le peuple. La loi vit pour la nation. J'expliquais dans un de mes éléments de réponse à une de vos questions qu'il y a un certain décalage entre notre constitution et la réalité sociale dans notre pays. Et j'essaie d'expliquer qu'il y a une persistance des dispositions de la charte de Kourkan-Fouga dans nos relations. La loi est faite pour l'avenir, mais la loi est faite pour encadrer nos relations sociales. D'accord? Puisqu'il y a ce décalage-là, pour moi, aujourd'hui, déjà la charte de Kourkan-Fouga est mise en œuvre tous les jours. Nous avons tout à gagner en essayant de l'intégrer dans nos dispositifs, notamment que ce soit le code, peut-être tout de suite dans le code civil. Il serait très facile de l'intégrer et de faire appliquer ces dispositions dans la mesure où nos populations ont ça se trouve déjà dans la conscience populaire de la population. Et si une pratique se trouve dans la conscience populaire de la constitution, en fait de la population, il est plutôt facile de faire appliquer les dispositions qui tenteraient d'encadrer ces relations-là. Donc, déjà c'est fait. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut engager un processus de révision du code civil pour essayer de prendre en compte un certain nombre de dispositions de la charte? C'est possible. Surtout que nous sommes en cette période de transition. Je vais suivre ça de très près. Peut-être que des organisations de la société civile pourront peut-être émettre un tel débat, en tout cas imposer un tel débat du côté du Conseil national de la transition. Je pense que c'est faisable, on pourrait s'y attendre. En effet, oui, merci. Oui, en effet. Donc, j'aurai ensuite une autre question donc sur les différentes structures. Je vais reprendre la question. Ouais. Vous avez une spécialisation donc sur les mines. Donc voilà, vous êtes expert consultant dans ce domaine notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le développement de la Guinée au travers des ressources minières, agraires? Des ressources minières. Oui, merci pour cette question. Je suis plutôt à l'aise quand il s'agit de parler des ressources naturelles, minières et autres. Alors, il faut savoir que la Guinée est un pays qui a la réputation d'être appelé un scandale géologique, en ce sens que depuis les temps coloniaux, il y a un certain nombre de prospections qui ont été faites et qui ont été concluantes. Alors, l'histoire minière de la Guinée ne date pas de la colonisation. L'histoire minière de la Guinée remonte depuis quasiment le 5e siècle avant JC, c'est-à-dire, mais plus précisément, plutôt après JC, mais plus précisément au 10e siècle, avec la venue des grands empires, notamment depuis l'empire du Ghana jusqu'à l'empire du Mali. Et je rappelle que la capitale de l'empire du Mali, c'est encore en Guinée, Niani, qui est dans le, comment on appelle, à Mandjana. Semble entre Mandjana et Sikiri. Ça, c'était le temps médiéval. Au XXe siècle, quand la colonisation est devenue, disons, a pris une vitesse de croisière et a maîtrisé tout le territoire national, enfin le territoire tel qu'il est constitué aujourd'hui, les Français, après la période d'exploration, ont découvert un certain nombre de gisements, notamment la bauxite. La bauxite a été découverte en France, hein, je tiens à le rappeler, notamment dans la province de Beau, c'est pour cela que ça porte ce nom-là. Et quand ils ont découvert qu'une partie du territoire de la Guinée était constituée de gisements qui avaient à peu près les mêmes propriétés que ceux-là qu'on avait découverts en France quelques années auparavant,
Alors, ils ont continué les prospections, ils ont mené des études. Il y a l'un des premiers contributeurs de l'histoire minière de la Guinée, c'est Roland Pré, qui était à l'époque le gouverneur de la France pour cette partie-là, pour ce territoire. Et ce dernier avait fait un excellent ouvrage qui permettait de faire, si vous voulez, la prospection minière du pays et aussi un plan de développement de la Guinée en tant que territoire français pour les années qui suivent. Donc, dans ce cadre-là, nous avons commencé à exploiter la bauxite depuis 1949, soit plus d'une dizaine d'années avant notre indépendance. Nous avons aussi commencé à exploiter le fer. La bauxite était principalement exploitée vers Bouquet, mais surtout vers Kassa. Le fer était en exploitation dans ce qui est aujourd'hui devenu Kaloum. Et voilà, d'autres ressources, l'or qui était exploité depuis quasiment le Xe siècle est toujours resté en exploitation jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand nous avons accédé à l'indépendance, l'année même d'indépendance, c'est-à-dire quelques mois avant notre indépendance, la Guinée a signé la première convention minière. Ce n'était pas la Guinée indépendante à l'époque, mais c'était la Guinée sous la loi Gaston Defferre. Sékou Touré était à l'époque Premier ministre et non chef d'État. La Guinée a signé la première convention minière qui a, si vous voulez, mis en place le premier projet de raffinerie sur le continent africain, qu'on appelle à l'époque Frigia. Donc, c'est quelques mois après cela que nous avons accédé à notre indépendance avec cette convention minière-là. Quelques années plus tard, en 1967, nous avons signé notre deuxième convention minière avec la CBG. Et ensuite, d'autres conventions sont venues avec les Russes, ainsi de suite. Donc après, mais je rappelle que durant toute cette période-là, la Guinée avait quand même une certaine maîtrise de son exploitation parce que nous étions quasiment majoritaires dans l'ensemble de ces projets miniers. Alors, après le décès du président Sékou Touré en 1984, nous avons ouvert le pays au libéralisme à travers la venue des militaires et cela a fait que l'État s'est complètement désengagé des activités minières et laissé cette place-là aux entreprises privées. Donc jusqu'ici, potentiellement, on a changé l'orientation jusqu'à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir pour que les mines deviennent, si vous voulez, stratégiquement parlant, le levier du développement de notre pays. C'est-à-dire qu'à travers les mines, que nous puissions mobiliser tous les investissements nécessaires pour porter tous les autres secteurs de l'économie nationale. C'était ça la vision. Mais aujourd'hui, avec le recul, après plus de 6 décennies d'exploitation et d'extraction de nos matières premières, c'est vraiment le bilan il est mitigé et l'observation critique que je peux en faire, c'est qu'on aurait dû faire mieux, notamment au niveau des conventions minières avec les entreprises minières, surtout ça, et ensuite au niveau du développement et de la qualification de notre main-d'œuvre nationale pour que nous puissions être à toutes les étapes du processus minier, mais aussi dans la construction des infrastructures, le développement des infrastructures, notamment énergétiques, des infrastructures de transport telles que les chemins de fer. Nous n'en avons pas dans le pays. Le seul qu'on avait a été abusivement qu'on a pu retirer du patrimoine national parce que les rails ont été complètement défaits sous le régime de Lansana Conté. Donc nous devions développer les infrastructures de transport pour le transport des minerais, des infrastructures portuaire, également la qualification de la main-d'œuvre, afin que nous puissions avoir des spécialisations qui répondent aux besoins de l'industrie minière, aussi faire de sorte que nos lois, nos politiques minières, les conventions minières que nous signons avec les compagnies soient alignées à la vision de l'État qui voudrait que la Guinée soit présente à toutes les étapes du processus minier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'observation critique que je fais, c'est que le bilan il est complètement mitigé. On aurait dû mieux faire et on a intérêt aujourd'hui à nous remettre en question pour mieux faire. Très bien, merci. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous pensez que la République de Guinée est souveraine en matière minière? La notion de souveraineté, c'est une grosse notion. On le clame souvent dans notre pays, c'est vrai, mais non. Ça fait rire, mais ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que la souveraineté veut dire
que nous adoptons les lois que nous voulons, que nous maîtrisons notre orientation stratégique, que nous avons la maîtrise complète de l'ensemble des leviers de notre développement. Ça a un contenu, la notion de souveraineté. Et quand on regarde le processus d'élaboration de nos lois, de nos tests réglementaires, le processus de conclusion des conventions minières et aussi les besoins en investissement de l'activité minière, d'où provient l'argent, dans quoi l'argent entre et comment tout cela est fait, non. Ça fait très mal en tant que citoyen de ce pays, mais la Guinée n'existe à aucune étape en termes de maîtrise et de contrôle du processus minier. Même pas au niveau de l'élaboration de la loi, qui pourtant est une des prérogatives régaliennes de l'État. D'accord, merci bien. Est-ce que vous pensez donc qu'à l'heure actuelle, il y a des solutions pour pallier à cela au niveau donc du secteur minier? Bien sûr qu'il y a des solutions. Nous, à l'Observatoire, aujourd'hui, nous sommes dans un processus pour parler avec le gouvernement, pour accompagner l'État, mais aussi d'autres parties prenantes, telles que les opérateurs miniers eux-mêmes, afin que la Guinée révise un peu sa position stratégique, à l'effet que, par exemple, à l'horizon 2035 ou 40, que la Guinée puisse maîtriser toute la chaîne des valeurs du processus minier. Il y a des efforts à fournir. Nous avons identifié un certain nombre d'axes prioritaires avec lesquels nous sommes, dans la mise en œuvre desquels nous sommes en négociation avec le gouvernement. Premièrement, il y a des possibilités de réviser complètement notre politique minière et imposer une forte taxation à l'exportation. Si vous taxez à l'exportation, personne ne va exporter. Donc, il faut revoir la politique d'exportation du pays et encourager fortement, à travers des politiques très à la portée des opérateurs, une politique de transformation. Mais cela va demander un certain effort au gouvernement pour ce qui concerne, par exemple, l'accélération des projets d'électrification du pays. Il y a pas mal de projets aujourd'hui de construction de raffineries. Il faut accélérer ça, il faut faciliter ça. Mais ce ne sont pas des choses, le point de discorde entre nous et certaines autorités, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire tout de suite et maintenant. Il faut avoir une vision stratégique sur au moins 15 ans et aussi développer les outils par rapport à cette vision stratégique, des outils opérationnels bien entendu. Et sur la base de ça, développer des moyens de contrôle permettant à l'État de suivre disposition par disposition, clause par clause des différentes conventions minières, afin que nous ayons les ressources humaines, opérationnelles capables de suivre chaque pan de l'opération minière et en même temps taxer fortement les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Parce que dans ce domaine qui est un domaine plutôt très complexe, ce qui fait le plus mal, c'est de taxer à la poche. Et quand je vous parle de taxation, il s'agit des pénalités qui peuvent valoir des millions de dollars. Donc aucune entreprise n'aimerait se retrouver dans une telle situation. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment la révision du code minier, le suivi rigoureux, clause par clause, des différentes conventions minières, la redéfinition, si vous voulez, de la politique minière et l'élaboration d'une stratégie nationale de maîtrise de la chaîne de valeur de la chaîne bauxitique, que nous avons appelé à l'Observatoire la stratégie bauxite de la Guinée 2040. Donc, toutes ces choses-là sont aujourd'hui en cours de finalisation en termes de réflexion et des propositions ont été faites à l'endroit de l'autorité compétente et maintenant on essaiera de suivre la mise en œuvre. Très bien, merci. Je veux dire que c'est là tout l'intérêt de votre observatoire des mines, donc sur la réflexion
sur le sujet minier. D'accord. Alors, je vous remercie bien pour cette interview. On a pu évoquer différentes questions, hein. Et je pense qu'on aura l'occasion de réaliser d'autres interviews. C'était le podcast La parole est à vous avec Monsieur Ibrahima Cherif sur le thème de l'évolution juridico-politique de la Guinée. Restez connectés à nos réseaux et regardez nos autres vidéos.